Nous allons donc passer à ce panel et inviter Monsieur le Président directeur général de AREF, le Fonds d'excellence pour la recherche en Afrique, Toumani Kora, Garge Ghosh, directrice analyse et financement des politiques de la Fondation Bill et Melinda Gates, Atmassou Kessete, président directeur général RBM en malaria, et Fatoumata Zahra Diop, membre du conseil. Madame la représentante de l'OMS au Sénégal aussi est invitée à se joindre à nous. Ce panel est placé sous la présidence de deux personnalités, dont Madame Priya Gaye, qui est représentante résidente du PNUD au Sénégal. Alors, Madame la Présidente, vous pouvez y aller. Déjà, c'est bon. Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est un honneur pour moi de coprésider cette session aujourd'hui sur les financements pour la santé en Afrique avec comme co-chair la représentante de l'OMS ici à Dakar. Je voudrais très sincèrement remercier les organisateurs pour cette rencontre et en particulier pour cette thématique et le professeur Awa Marie Kolsek en particulier. La santé est à la fois un résultat et un moteur de progrès. Mais pour un trop grand nombre, la santé reste inaccessible, inabordable ou totalement indisponible. Les dépenses personnelles en matière de santé restent élevées, faisant tomber chaque année environ 100 millions de personnes sous le seuil de la pauvreté. La question donc du financement de la santé est plus que critique. Cependant, ce n'est pas une préoccupation nouvelle. Ce panel est une opportunité de réfléchir à des questions clés. Quel paradigme nouveau de financement pour la santé s'impose-t-il? Comment accroître le financement public en améliorant la gouvernance du secteur et les gains d'efficience? Comment lutter contre l'inefficacité des systèmes de santé où en moyenne entre 20 à 40% de toutes les ressources de santé sont gaspillées? Et quels sont aujourd'hui les financements nouveaux pour la santé? On a entendu parler tout à l'heure de taxation. Beaucoup de questions auxquelles ce panel illustre va se pencher. Je vais d'abord passer la parole à Madame Zahra Diop, membre conseil d'administration du IFFIM au Sénégal. Madame Diop. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Je précise tout d'abord que c'est IFIM, pas Sénégal, mais IFIM tout court. Et je voudrais tout d'abord remercier vraiment les organisateurs de nous donner cette opportunité de parler de notre expérience de financement innovant, une expérience qui est un peu à l'initiative de l'Alliance mondiale pour la vaccination, Gavi. Et je voudrais, sans plus tarder, peut-être demander
la disponibilité, voilà, de la présentation. La vaccination, comme on sait, c'est... Vous avez le point. Pour faire défiler les slides. Oui, mais je vais remettre. Je l'avais vu tout à l'heure, je sais pas. Voilà. Merci. Donc, la vaccination, c'est un défi mondial parce qu'on sait que chaque année, il naît environ 132 millions d'enfants et que parmi eux, il n'y aura que 20 millions qui seront correctement vaccinés. Et donc, ça veut dire qu'environ 1,7 million de personnes mourront de maladies qui sont évitables s'ils avaient été vaccinés. L'autre problème aussi que l'on rencontre, c'est que très souvent, il y a des vaccins qui sont disponibles, mais qui mettent un temps très long à pouvoir être accessibles dans les pays à faible revenu, parce que c'est trop cher, parce que ce n'est pas accessible. Donc, en 2000, l'Alliance mondiale pour la vaccination, Gavi, a été créée pour essayer d'attaquer ces faiblesses et relever ce défi lié à la vaccination. Gavi, c'est un partenariat public-privé qui est dédié donc à la santé mondiale et qui regroupe des fabricants, des agences de développement, des donateurs et des pays en développement. Il y a des institutions financières, privées, publiques. C'est donc un partenariat public-privé qui est important et qui a été créé pour lutter contre la stagnation et la baisse des taux de vaccination dans le monde. En faisant ça, l'Alliance a transformé le marché des vaccins. Elle a contribué à augmenter le nombre de fournisseurs, à faire abaisser les prix et à donc assurer un approvisionnement plus durable dans les pays plus pauvres. Dans le cadre de cette évolution, Gavi a eu à faire face à un certain nombre de difficultés liées à l'insuffisance des ressources disponibles. Et c'est pour ça un peu que IFIM, qui est International Finance Facility for Immunization, a été créé en 2006 pour pouvoir soutenir Gavi dans sa quête et dans sa mobilisation de ressources appropriées pour les financements des programmes de vaccination. Aujourd'hui, IFIM a été créée en 2006 et elle a fourni environ 20% du financement de Gavi. Ce qui fait que ça a permis vraiment de faciliter la baisse des prix au niveau mondial. Alors, oui. Ça a permis de faciliter donc la baisse des prix des vaccins et surtout de sécuriser l'approvisionnement. Et ça, IFIM y a contribué de manière assez substantielle parce que tout simplement, les donateurs qui participent au financement de Gavi n'ont pas toujours les ressources immédiates pour apporter tous les besoins qui sont nécessaires. Alors, ce que IFIM a fait, c'est de permettre de rendre disponible de l'argent qui aurait peut-être été perçu dans 20 ans, de le rendre immédiatement disponible pour financer des programmes de vaccination. Donc, Gavi et IFIM ont travaillé ensemble pour les pays. Ils ont réussi à accélérer la vaccination. Alors, j'ai un problème. Voilà. Donc ça, c'est aussi un peu le problème de la technique. Voilà, je vais revenir en arrière sur les slides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bouge en même temps que moi?
parce que j'ai l'impression que je ne suis pas maître de... Je suis désolée. C'est pour la diapo précédente que je voudrais... Ouais, parce que... Excusez-moi vraiment, je suis désolée de vous faire perdre votre temps, mais je vais peut-être exprimer plus rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait bouger? Parce qu'apparemment, le moniteur ne marche pas. Donc, ce qu'on peut retenir simplement, c'est que IFIM et Gavi ont contribué à accélérer la vaccination dans les pays pauvres et à réduire les prix des vaccins. Ça, c'est vraiment un gain pour les pays. Pour les investisseurs, il y a une diversification des possibilités d'investissement. Et pour les donateurs, il y a des résultats qui sont immédiats qu'on peut retenir. Alors, je vais peut-être, pour ne pas faire perdre trop de temps à l'auditoire, parler directement de ce que IFIM fait. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons 10 donateurs au niveau d'IFIM qui se sont engagés à apporter des ressources sur une durée qui va jusqu'à 20 ans. Et ce que nous avons fait au niveau d'IFIM, c'est d'émettre des titres qui viennent en appui à ces engagements de dons de la part des grands donateurs. Et ces titres-là sont placés sur les marchés financiers et permettent d'avoir immédiatement des liquidités pour financer les besoins de la vaccination. Et donc ce mécanisme est assez structurant parce que ça permet donc d'avoir assez de ressources pour financer les besoins immédiats. Ça permet d'avoir une plus grande prédictibilité pour les institutions qui fabriquent les vaccins et donc ça a un impact sur le coût de la vaccination puisque eux, ils savent qu'ils seront en mesure de produire un nombre X de vaccins dont ils ont la garantie que ça va être acquis. Et ensuite, ça permet vraiment de faire face à des besoins qui sont importants dans l'immédiat. Donc, à partir de ce schéma-là, IFIM a réussi à lever plus de 6 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux. IFIM, donc, émet ses obligations sociales, qui sont des obligations qui ont un objectif unique, c'est de financer la vaccination. Et vous avez sur le schéma-là les engagements à long terme des 10 pays donateurs qui sont en vert, et vous avez les obligations qui ont été périodiquement émises par IFIM sur les marchés financiers qui sont en bleu. Donc, lorsque les obligations sont émises sur les marchés, les remboursements sont assurés par les promesses de dons qui ont été faites par les donateurs à des échéances plus lointaines. Et ce qui rend possible ce schéma-là, c'est que en fait, les engagements des donateurs sont des engagements juridiquement contraignants. Ils sont votés par leur Parlement et ils ont obligation donc de respecter ces engagements. Ce qui est très intéressant, c'est que ces obligations aussi bénéficient de la cotation des pays donateurs qui sont la Grande-Bretagne et la France pour l'essentiel, mais il y a 10 pays donateurs. Mais c'est la signature de ces 2 pays qui, en fait, permet de sécuriser les émissions de bons sur le marché. L'autre élément aussi, c'est que IFIM fonctionne avec le moins de
frais de fonctionnement possibles. Il s'appuie sur le secrétariat de Gavi pour son fonctionnement. Sa trésorerie est gérée par la Banque mondiale et il ne fait que gérer en tout cas les décisions de décaissement sur la base des demandes que Gavi lui fait. Après donc avoir apprécié le programme d'investissement de Gavi, le conseil d'administration d'IFIM valide donc les propositions et met à la disposition de Gavi ces fonds-là qui sont disponibles directement au profit des pays. Les partenaires d'IFIM, donc, comme je le disais tout de suite, ce sont les donateurs qui s'engagent sur le long terme. C'est Gavi, bien sûr, parce que IFIM essentiellement finance les activités de Gavi, et c'est la Banque mondiale, puisqu'elle joue le rôle de trésorier pour gérer la trésorerie d'IFIM. Peut-être très rapidement parler des donateurs d'IFIM. Ils sont au nombre de 10. Le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Australie, la Norvège, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède, l'Afrique du Sud et plus récemment, nous avons eu le Brésil qui est devenu un donateur aussi d'IFIM. Et ça, c'est des engagements substantiels qui ont permis, par exemple, si on prend le cas de vaccins comme le pentavalent, qui a permis que 90% de ce programme de Gavi soit financé sur financement IFIM. Je voudrais simplement terminer peut-être pour dire que le volume annuel des financements dépend des besoins qui ont été exprimés par Gavi et la capacité des marchés financiers à absorber les obligations qui sont émises sur les marchés. Et ce que l'on arrive à dire, c'est qu'on a là une application vraiment de la finance à un objet tout à fait social. Vous avez les marchés où on dit maintenant quand les marchés financiers sont en mesure de sauver des vies à travers les programmes de financement. Et ce modèle-là, il est réplicable. C'est pour ça qu'on a voulu prendre cette illustration, mais il est réplicable dans d'autres secteurs de la santé, mais également dans d'autres secteurs sociaux, parce que nous avons été contactés pour l'éducation, pour les toilettes, donc c'est un modèle qui peut être répliqué et pourquoi pas même dans nos pays en Afrique, on peut imaginer qu'un État décide de s'engager à financer la santé sur une durée plus longue, mais à l'échelonner sur le temps en s'appuyant sur des obligations qui seraient accolées à ces engagements et placées sur les marchés financiers pour être immédiatement utilisables. Voilà, je voudrais peut-être par la suite venir un peu plus dans le détail si les questions m'étaient posées. Merci. Merci beaucoup, Madame Diop, de cet exemple de partenariat innovant entre Gavi et IFIM qui a aidé à la baisse des prix et à sécuriser l'approvisionnement des vaccinations. On va maintenant passer à droite et passer la parole à Madame Gargi Ghosh, qui est la directrice analyse et financement des politiques à la Fondation Bill et Melinda Gates. Merci. Ça marche? Ça va? Oui, OK. Je vous remercie tout d'abord, Madame la Ministre, ça ne marche pas? Oui, de m'avoir invitée et je veux commencer par dire que le progrès est possible. In fact, progress is happening now. If we look at health outcomes in the region, under 5, even maternal mortality, we're seeing great progress. But of course, the role of meetings like this with such a strong group is really to focus on the work we have yet to do. And there is lots of that as well. In my lens, which is financing, we talk about numbers like $60 billion in a funding gap to achieve the health and nutrition SDGs on the continent. But those numbers are almost too big to be motivated by. So I think of them in terms of what we need to accomplish. And at the Foundation, we think of them in sort of two groups. One, a set of things we need to do together at the country level around primary healthcare systems, around logistics and service delivery, around data.
And then a set of things we need to accomplish at the global level, global public goods, especially new tools and surveillance. And I think about financing those things a little bit differently. So to start at the country level, you know, we talk a lot about ODA, concessional finance, grant money, and that, of course, we believe is a very special, catalytic, precious source of finance. But we also know that for the country work, it's really about domestic resources. That's where we need to focus. And so we have started to work quite closely with partner countries on three aspects of domestic resource mobilization: the raising, the allocating, and the effective spending. And all three of those are important. It doesn't work if we only focus on one. So on the raising of revenue, in many cases, we need to go from 11, 12, 15% of tax to GDP to 20 and above. And that is through tax, through non-tax revenue. But it really takes that movement to unlock more resources for health. But not automatically. We need to work as well on allocation. The average in sub-Saharan Africa now is about 7% of government spending goes to health. And I know public finance people don't like earmarks, but that by any measure is a long way from the 15% we talked about in Abuja. But much of that allocation has to do with a perception that funding isn't spent well, and we have to confront that as well. Utilization is a real challenge, targeted problem solving, pro-poor spending, and the data to prove the link between spending and outcomes is all part of the solution. We work in sub-Saharan Africa with partners like CABRI, the Collaborative African Budget Reform Initiative, which is really a peer support mechanism that was born in the South African Treasury, and today it mobilizes former senior budget officials to work with sitting senior budget officials on specific aspects of the raising, allocating, or efficient spending problems, and we're really seeing results from that approach. We also work at the ministerial level. We support a program at the Harvard School of Public Health, which has a long-standing engagement with ministers of health to work on the planning and the administrative aspects of managing a health portfolio. More recently, we've added a program for ministers of finance to come and spend a week learning and thinking about financing health. So please bring us your finance ministers. So that's at the country level. At the global level, you know, this is where we're very focused on research and development for new tools. The foundation spends about $1 billion a year on what we think of as global public goods in the R&D space. But even there's a significant funding gap, a couple of $2 billion a year, and on top of that, we need better disease surveillance, better pandemic response. So that's a list of needs and challenges. Where am I optimistic? Where do I see some opportunity? One thing that I'm excited about now is the resurgence of discussion about human capital. The World Bank, at its annual meetings in Bali a month or so ago, launched a human capital index. And that's part of a broader project to start working with countries on planning for health and education progress. What excites me about that is that we are talking about health and education not as just spending ministries, but as investment ministries, because we know the connection between health and wages, productivity. And so taking that economic angle, I think, opens up a new approach to financing what we're all trying to do. Senegal is an early adopter country of the Human Capital Project. I hope others will join, because that creates an opportunity to bring funders and ministries together to start developing plans for progress in health and education. So I think I would close just by saying, in the spirit of the forum and the prize that that is hosting us today, that, you know, for me, the most exciting thing about working at the Gates Foundation is actually not working with other economists. It's working with the scientists who allow me to see what's possible and what's coming in new technologies, new diagnostics for malaria, for TB, for childhood illness, and
And that motivates me to realize that, it will be our obligation to figure out how to solve the finance and policy challenges to make sure those reach the people who need them most. Thank you. Thank you so much, Ms. Ghosh, et d'être revenu sur la question au niveau pays de la mobilisation des ressources, de l'allocation et des dépenses, mais aussi au niveau global, et en particulier les investissements à faire dans le cadre de l'éducation et de la santé. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Toumani Kora, qui est le président directeur général de l'AREF. Monsieur Kora. Thank you very much. Thank you very much, our COLSEC, for inviting me and for the privilege of being able to share my experience. I want to take you on a journey. Please come with me. Africa represents 17% of the world's population. Africa carries 25% of the world burden of disease. Africa's contribution to scientific publications is 2.4%. It's increasing, but it's still low compared to our population. I was informed quite recently, in fact today, that a citation index was published this week, and there are over 6,000 people who are regarded as the world's top. And from that group of over 6,000, there are only 10 Africans, 8 from South Africa. We need to catch up. We need to look at how things are published as well. I was looking recently at publications coming out of Botswana, and they're already overtaking quite a number of African countries, established ones. But when you look at it carefully, it's the fact that Harvard University have established an MSc, a PhD, and a research program there, and loads of publications are coming out of Botswana now. And most of publications are coming out of Botswana now, when in real fact, they're Harvard University publications. We for too long have enjoyed what is well described as an extractive economy. The Ghanaian farmer, the Ivorian farmer farms the cocoa. The cocoa is exported over to Switzerland, and beautiful chocolates comes out of it, added value. We don't want that to happen to our science as well. And the major impediment for this is because of lack of funding. African governments don't spend money in research. And this is part of the issue. If you look at the Zika virus, which was reported about this morning, it was discovered in a village in Uganda over 50 years ago. No news about it at all until it crosses the African border. Same has happened to Ebola, and same has happened to HIV/AIDS. We need our own local researchers to own our own research, and therefore have a strategy for Africa in terms of research. To do this, we need the money. Is there money available for research? Yes, there is, but it's heavily competitive. It is very difficult to get those research. And hence, my experience as a former director of the MRC in the Gambia, and having had the privilege to serve in many grant awarding bodies such as the Wellcome Trust, the MRC, etc., made me work with colleagues to create a new foundation. And our COLSEC is one of our advisors. When you sit in those grant awarding bodies, many potential PIs from Africa come in. What they do not do is translate a really good idea into a strong proposal. They have a good idea. The proposals usually lack a compelling research question, rigorous research design and plan, and how the applicant will deliver. This is what RF is focusing on. What we do is we get very competitive young students, postdoc, and we take them out to other places where they're used to winning grants. Just imagine you take a young African from an African institution to Oxford University in the immunology department. Suddenly, he's surrounded by 30 other postdoctoral fellows. That sharing of experience, the learning of soft skills, that which their counterparts in the North take for granted, suddenly becomes a novelty to these individuals. So we have 3 programs for now. One is our fellowship programs, exposing them to the realities of real rigorous research, since we cannot teach them critical thinking at that stage, which the other universities benefit from. We also have a grant writing skill.
which does not only teach you how to write grants, but also how to review grants and to understand how the funders review your grants. And we also have a leadership training program, which involves not just these early postdoctoral students, but the research leaders in their institutions as well. We have a program yet to start, and that's the Seed Fund, but we focus more on our women folk who, for many reasons, cannot travel out of their country to do things. We'll help them to make sure that their findings are published in high impact journals, thereby giving them a loophole, a gateway into research. We would need to do this because, as I said, our governments don't fund research. RF is presently being funded by the usual suspects, the GSK, the Wellcome Trust, the MRC, but private-public partnership should be of interest. When RF was conceived, the whole drive was to get African philanthropists to donate. We did a quick scan of African millionaires and billionaires. There are 250 African millionaires and billionaires in our continent. How do we convince them that it's not just to erect a school or erect a church or a mosque to make sure that everyone who drives past sees that edifice, but to invest in health research, to get the new generation of scientists to protect our generations to come in the future? I'm targeting the young ones in this room today. Make sure that you become good researchers. Make sure that your focus is on Africa's health problems, and make sure that you develop genuine partnerships. The word partnership is being sold all over the place. Research partnership, scientific partnership. You can only partner someone if you are equal. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Kora. Pour être revenu sur la problématique d'avoir une stratégie pour l'Afrique en termes de recherche et le travail de l'AREF qui aide justement les jeunes étudiants dans le cadre de la recherche. Je pense que c'était très édifiant. Je me tourne maintenant vers le docteur Lucille Imoual, qui est la représentante de l'OMS ici au Sénégal. Docteur Lucille. Merci Madame la coordonnatrice. Je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir associé une seconde fois à un panel sur le financement de la santé. Hier, nous avons eu un premier panel qui nous a permis de voir que le financement de la santé est un problème d'actualité. En effet, depuis 2 décennies, on a commencé à parler du financement de la santé et cette thématique a été renforcée avec l'avènement de la couverture sanitaire universelle. Ce que nous savons, c'est que nos pays sont très dépendants des financements extérieurs et ces financements extérieurs commencent à se tarir et il faut trouver d'autres financements de la santé. Mais en même temps, nos pays se veulent émergents. Et l'idée de couverture sanitaire universelle, de ne laisser personne de côté, est en train de faire son chemin. Et comment trouver de l'argent pour financer la santé pour toutes les couches sociales, pour toutes les catégories et pour tous les âges. Alors, nous avons hier discuté en détail également de la qualité ou de l'efficience de la dépense pour la santé. Le problème du gaspillage qu'a évoqué tout à l'heure la coordonnatrice a été évoqué. Et si on gère correctement les ressources qui sont mises à la disposition de la santé, c'est un moyen de financer la santé et de faire des économies. Nous avons vu également qu'un certain nombre de pays se sont lancés dans des initiatives pour avoir des ressources pour financer la santé. Donc c'est ce que nous avons appelé les financements innovants. Lorsqu'on prend l'exemple du Ghana, par exemple, il y a eu une réforme au niveau de l'assurance santé. Il y a eu également un mécanisme de financement qui est parti de la TVA pour pouvoir allouer des ressources, une proportion en tout cas des recettes qui étaient générées pour les allouer à la santé. Quand nous prenons l'exemple de l'Afrique du Sud,
il y a une taxe qui est introduite sur les produits nocifs à la santé, tels que le sucre. Lorsque nous prenons l'exemple du Gabon, il y a une taxe qui est introduite au niveau de la téléphonie mobile et des transactions financières, les transferts d'argent. Et cette initiative se retrouve également au niveau de la Zambie, qui permet de générer des ressources pour aider au financement de la santé. Alors hier, dans notre discussion, plusieurs pistes se sont dégagées également. Il y a eu quelqu'un qui a évoqué la possibilité de la diaspora pour financer la santé. Les initiatives sont nombreuses, elles sont plus ou moins couronnées de succès, mais les pays sont en marche. Et nous voyons que la problématique également du financement du secteur informel est également posée. Jusqu'à présent, la taxation sur les prélèvements sur les salaires était la voie la plus facile. Mais comment est-ce qu'on peut impliquer le secteur informel pour lever des fonds pour financer la santé? La problématique se pose. Nous avons l'exemple du Rwanda, le Ghana également a fait des avancées, mais dans la plupart des pays, ce problème se pose. Je pense que nous allons écouter l'audience pour savoir un peu les questions qui se posent et comment est-ce qu'ensemble nous pouvons réfléchir à ce problème-là. L'OMS ne prescrit pas un moyen ou un autre, un mécanisme ou un autre, mais accompagne les pays dans les mécanismes qui sont choisis d'appliquer sur la base, évidemment, de bases factuelles. Et ensemble, nous pouvons aller vers le financement de la santé pour atteindre la couverture universelle. Donc, nous allons écouter les questions qui vont, ou les réflexions, c'est plutôt des réflexions qui vont surgir et on va discuter ensemble. Merci. Merci beaucoup, Madame la représentante, d'être revenue sur des questions aussi importantes que le financement extérieur, l'efficience des dépenses et les financements innovants. Et je remercie le panel qui a été très concis dans ses interventions, ce qui va nous laisser plus de temps pour les questions, les suggestions et les idées novatrices sur la question des financements. Donc la parole est aux collègues. On aurait quand même pensé que la question des financements aurait suscité plus de questions. Okay, monsieur, s'il vous plaît. Okay. Bonsoir à tous. C'est Kamara Sedwa Chérif, étudiant en pharmacie à l'université de Conakry. Le problème de financement est une question qui m'intéresse particulièrement parce que, étant membre d'une association sous-régionale qu'est la FESPAO, chaque année, nous menons des études à travers les différents pays membres. L'année passée particulièrement, nous avons mené une étude en Guinée sur une plante qui nous a révélé des propriétés anti-hypertensives. Le monsieur le disait tout à l'heure que l'Afrique publie peu. On publie peu, à mon avis, parce qu'on manque de financement, surtout au niveau des jeunes étudiants que nous sommes, avec l'engagement qu'il y a. Mais souvent, dans les laboratoires que nous avons dans les universités, parfois on manque de réactifs qui nous permettent de pousser, d'aller plus loin. J'ai même un ami au Togo l'année passée qui a eu des difficultés à faire la spectrophotométrie de masse. Il a été obligé d'aller jusqu'au Ghana pour pouvoir le réaliser afin de continuer ses recherches. Donc, c'est de voir quel système vous pouvez mettre en place à travers les politiques, mais aussi les institutions, pour pouvoir assister ces jeunes étudiants qui se lancent surtout au niveau de la pharmacopée, parce que moi, je me dis que c'est l'espoir. C'est à partir de là qu'on peut vraiment développer des médicaments qui peuvent être à des coûts raisonnables pour des populations majoritairement pauvres, mais aussi valoriser les plantes traditionnelles africaines. Merci.
Merci beaucoup. Peut-être on va prendre quelques questions et ensuite revenir au panel. Je vois monsieur juste devant ici, et puis après un autre collègue sur le côté. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Vigan Jean-Paul. Je viens de la faculté des sciences de santé de Cotonou, du Bénin. Ma question s'adresse surtout à Madame Fatimatou Diop. Par rapport à l'IFIM, je voudrais savoir quelles sont les conditions que doivent remplir un pays en voie de développement pour pouvoir bénéficier de son financement, et aussi est-ce qu'on pourrait avoir des exemples de vaccinations qui ont été financées par l'aide d'IFIM dans quelques pays d'ici, mis à part le Sénégal, bien sûr. Merci beaucoup. Il y avait voilà, le collègue de l'OMS. Merci beaucoup, Madame la coordonnatrice résidente. Oui, depuis hier, on a beaucoup entendu parler de financement innovant et en particulier l'usage de la taxation. Mais nous savons que dans certains pays, généralement en dehors du continent, et dans certains pays sur le continent africain, ça a marché. Il y a eu une bonne collaboration entre le ministère en charge de la santé et le ministère en charge de l'économie et des finances. Parce que quand ces taxes sont appliquées, l'argent ne revient pas automatiquement au ministère de la Santé. Il va au ministère des Finances et c'est au ministère des Finances de rétribuer une partie au ministère de la Santé, ce qui est une gageure. Généralement, ça pose beaucoup de problèmes. Je voudrais savoir, de l'expérience des panélistes, quelles sont les voies et moyens pour faire profiter le département en charge de la santé de la plus grande partie de ces taxes qui sont appliquées et recouvrées. Merci beaucoup. D'autres interventions? Je vois Madame. Thank you very much. My name is Omoni Yaboladi. I'm from Nigeria, University of Ibadan. I'd like to ask, in the biology department that we have in University College Hospital, University of Ibadan, I would see that most of the things they do there, all the equipment, reagents and all, they have been funded. It's actually by a grant from PEPFAR and APIN, and there has been news out that they likely would withdraw the grants. I'd like to ask, as my fellow has asked, are there requirements for countries to actually get grants from all these organizations? And also, what are the things that could happen that would ensue the withdrawal of funds? And also, you talked about one of the problems that we have in implementations and funding of all these projects in countries, how these funds are actually mismanaged. Are there things that could be done to actually avoid that, strategies, policies that could be made to actually prevent mismanagement of those funds? Thank you. Okay, thank you. Il y avait Madame derrière. Merci beaucoup. Je suis Oumoul Khairignan et je suis la secrétaire exécutive par intérim de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Je voudrais d'abord féliciter l'ensemble des panélistes et demander dans quelle mesure et quels sont les fonds auxquels les organisations de la société civile peuvent accéder. Parce que dans ce contexte de crise, les fonds sont rares, et notamment pour la recherche, les publications, etc. Et les travaux ne portent pas
exclusivement sur les questions de santé, mais donc avec une approche pluridisciplinaire et dans une perspective de genre, donc de prise en compte des questions d'équité et d'égalité entre les hommes et les femmes et les différents acteurs. Merci beaucoup. Ok, merci. Je crois qu'il y avait une question ici devant, monsieur. Non, il ne s'agit pas de question, c'est Traoré Adama, je viens du Burkina Faso. Je pense que hier, nous avons dit que le financement de la santé, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais on devrait commencer par changer de paradigme. Il faut qu'on comprenne et que tout le monde puisse intégrer que la santé, là, c'est un investissement. C'est la première chose. Tant qu'on va continuer de penser que c'est un secteur qui ne fait que consommer, il est clair que le problème du financement de la santé va poser un problème. Et bien sûr, quand on aura changé ce paradigme-là, bien sûr, le gouvernement devrait, par un bon engagement politique, mais également par une bonne gouvernance, le secteur public, le secteur privé, c'est dans cette synthèse et les financements innovants-là, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir véritablement faire bouger les choses du côté de la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Traoré. On va prendre peut-être un dernier intervenant, monsieur, et puis on va repasser la parole au panel. Bonsoir à tous. Je me nomme Simagan Lansne, étudiant en pharmacie de Conakry, la Guinée. Et ma question s'adresse à monsieur le représentant de l'Afrique du Sud, qui, dans son allocution, disait qu'il ne s'agit pas de construire les églises ni les écoles, mais il s'agit de s'investir dans la richesse et dans la santé. Et j'aimerais que vous nous avanciez vraiment des stratégies permettant à ces hommes riches africains pour qu'ils puissent vraiment s'investir dans la richesse, et parce que nous avons l'impression que la richesse, c'est un domaine qui ne rapporte pas grand-chose. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on va repasser la parole au panel et on va reprendre le même ordre qu'au début. Donc, Madame Diop. Je vous remercie. Essentiellement, la question qui était posée, c'était de savoir quelles étaient les conditions à remplir pour bénéficier des financements du film. Je vais peut-être un peu mieux préciser le mécanisme. C'est l'Alliance mondiale Gavi qui a un programme d'investissement qui vise à faire accéder aux pays les plus pauvres à la vaccination. Donc, pour être clair, la plupart de nos pays africains bénéficient du financement de Gavi pour la vaccination. Aujourd'hui, quand on parle par exemple d'un pays comme le Sénégal, pour le programme élargi de vaccination, il est financé à près de 80% par Gavi. Donc, lorsqu'on donne donc aujourd'hui, à travers ces programmes de vaccination, l'accès aux populations les plus démunies à des vaccins gratuits, c'est par ce canal-là. Donc, la plupart de nos pays, je peux les lister, mais je sais que si on prend par exemple l'introduction du pentavalent, 73 pays ont introduit ce vaccin et ça a permis la couverture de tous nos pays africains, de pays asiatiques, arabes. C'est les pays les plus pauvres parce que Gavi intervient dans les pays qui ont un niveau de PIB qui est faible. Et à partir de cela, IFIM, ce qu'ils a permis de faire vraiment, c'est de rendre ce qu'ils appellent front-loading en anglais, c'est de rendre disponibles des ressources qui n'auraient pas pu être accessibles immédiatement, de les rendre disponibles pour financer ces programmes. Donc, typiquement, dans tous nos pays africains pauvres, de niveau faible, votre pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, bon, enfin vraiment la plupart de nos pays bénéficient de ces financements. Voilà. Merci beaucoup. On va
Gargi, would you like to add anything? Yeah, sure. I very much agree with Mr. Traoré and the colleague in the front. Certainly our strongest partnerships with countries are when the Minister of Health and Minister of Finance are working together on health as an investment in people and productivity. But as my colleague to the left said, the partnership needs to be equal, and so we find the case for more money allocated to health is really about having a strong plan, but also being serious about the efficiency of spending through the ministry. And so that means taking budget utilization very seriously. We rarely speak with a Minister of Finance who disagrees that health is important. What they often say is we don't believe it can be spent well or spent more. And so that's what we need to solve. And so budget utilization, procurement, salaries, showing the link between more money and better outcomes is what we're most focused on. Thanks. Merci beaucoup. Monsieur Cora, Mr. Cora. Thank you very much. I'll try and contribute to one or two of the questions. I just want to remind all of us here that Ghana and Malaysia had independence around the same time. Malaysia invested heavily on research and innovation, and we now know where they are. China is overtaking the US in publications, research publications, because of massive investments. I'm not talking about the quality, I'm talking about the quantity. If you look at our universities in Africa, 2 years ago they were ranked the top 10. Again, 8 from South Africa, 2 from Egypt. The reason behind this is because our governments don't fund our universities. Our universities get money, or they get research from one place, they do the research, the fund goes, there's nothing to do again. They wait again for the next one to come. South Africa has learned the trick. They know how to win competitive grants. I was shocked when I was told recently while visiting South Africa that the government funds only 15% of research funding, and all the rest, and they're leaders. Our governments must be convinced to pay money, put their mouth where their money is. We also know that there's a lot of questions about pharmacy and pharmaceutical agents. AU does have a pharmaceutical agency that's supposed to look at African herbs and things like that. They are not funded. And when you come to talk about our African rich people, if you know the secret, please let me know. Even when you write to them, you don't get a response. So I don't know where to start. But if you know any one of them, your uncle or your auntie, please introduce us. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Cora. Je me tourne vers Lucille, la représentante de l'OMS. Oui, je voudrais réagir sur les problèmes de taxation. À mon avis, je n'ai pas été ministre, Madame Kolsek peut-être pourra aider, mais je pense que dès le départ, il faut que les deux ministères puissent être ensemble et convenir d'un certain nombre de choses. Dans de nombreux pays, nous avons vu que le ministère de la Santé faisait cavalier seul et au moment où il fallait prendre les décisions, il y avait un certain blocage. Je me souviens d'un pays où l'OMS a aidé à faire une étude sur les financements innovants et il y a eu 4 propositions de mécanismes qui sont sortis. Donc la taxation sur les mines, sur la téléphonie mobile, sur les billets d'avion et sur l'alcool, je crois. Et on n'a jamais pu avancer au-delà des propositions parce qu'il fallait pouvoir s'asseoir ensemble pour voir la faisabilité de ces propositions-là. Donc, à mon avis, c'est dès le départ que les deux départements doivent s'asseoir et définir un certain nombre de choses. Il y a des pays qui ont réussi. Je n'ai pas les détails des accords qui ont été passés, mais il y a des pays qui ont réussi à cela, mais il y en a d'autres où les initiatives ont avorté à cause de ce qui n'ont pas pu s'entendre. Investissement pour la santé, je dis oui. Si on investit dans la santé, les populations auront une meilleure santé, pourront produire et la boucle sera bouclée. Mais nous constatons que
au niveau de notre continent, en ce qui concerne les dépenses supportées par les ménages, on voit que 32% des dépenses sont supportées par les ménages, ce qui est quand même beaucoup. Donc il faut petit à petit baisser ce taux-là pour pouvoir avoir un meilleur investissement dans la santé, de sorte à ce que les ménages ne fassent pas face à des dépenses catastrophiques qui vont encore les appauvrir, alors qu'ils sont sous le poids de la gestion de la maladie. Donc je suis tout à fait d'accord. Hier, nous l'avons entendu aussi dans le panel, la Banque mondiale l'a dit, investissement, oui, la santé est un investissement et il faut investir dans la santé. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Donc, on va remercier ce panel pour une discussion très riche et des présentations très informatives. Certains des points clés, c'était le besoin d'avoir un changement de paradigme, de continuer à investir dans l'éducation et dans la santé, la question de l'efficience des dépenses, d'une meilleure utilisation des ressources et pour avoir des better outcomes, comme Gargi l'a dit, et la question de financement innovant et aussi de partenariat innovant, et je pense qu'on a eu de bons exemples de cela. Donc merci à nouveau au panel.